Vous êtes doctorant à l'École normale supérieure de Cachan et vous consacrez votre thèse aux MOOCs. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a quelque temps dans une première interview pour Educavox. Où en est-on aujourd'hui des MOOCs en français? Alors, il y a deux mouvements. D'abord les MOOC en français faits par des autres pays du monde francophone comme les Suisses et les MOOC français. Donc du côté suisse, les Suisses ont continué leur stratégie qui est de publier des cours en français dans toutes les disciplines sur les plateformes américaines comme Coursera. Et en France, on a un vaste programme qui s'appelle France Université Numérique avec une plateforme française pour accueillir des MOOC. Et donc on a déjà une vingtaine de cours français programmés sur cette plateforme. Et la ministre dit, je l'ai vu récemment, 58 000 étudiants se sont inscrits sur FEN. C'est ça, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites sur la plateforme et on va probablement dépasser, en tout cas on l'espère, les 100 000 au moment du lancement. Mais comment appréhendez-vous le fait que la France ait décidé de créer FEN justement? Il faut voir qu'il y a plusieurs enjeux. Déjà, il y a un enjeu de visibilité, c'est-à-dire que les plateformes américaines accueillent des établissements français, mais uniquement les plus prestigieux, comme HEC, Polytechnique, Centrale Paris. Donc si on veut faire rayonner l'ensemble de l'enseignement supérieur français et pas simplement une petite élite, il faut avoir la main sur la plateforme. Le deuxième enjeu, c'est les données des étudiants. En fait, sur la plateforme américaine, les données sont soumises au droit américain, donc ils en font un peu ce qu'ils en veulent derrière. En tout cas, ils ont beaucoup de marge de manœuvre là-dessus, et en France, on a envie d'avoir une souveraineté nationale sur ces données, et c'est très important. Bon, on lit un petit peu dans la presse et sur le web que les MOOCs provoquent un peu de désillusion. Vous l'avez lu, comme moi. Oui, alors, en fait, il y a une désillusion parce que les gens ont été dans l'illusion. C'est-à-dire que... Ah, c'était quoi cette illusion? Cette illusion, c'est de penser, par exemple, il y a une désillusion autour des taux d'abandon. On dit qu'il y a 10% des participants qui vont au bout des cours après s'être inscrits, et on traduit ça automatiquement par 90% d'abandon. C'est un peu comme un cours universitaire, en fait, on compare s'inscrire à un MOOC à s'inscrire à un cours universitaire, alors que c'est complètement faux. Il y a la moitié des personnes qui ont cliqué sur le bouton s'inscrire, mais qui ne reviennent jamais. C'était juste par curiosité. Il y en a qui vont utiliser le cours non pas pour obtenir un certificat et faire les devoirs, mais aussi tout simplement pour regarder les vidéos. En fait, on est comme sur YouTube, on va surfer sur des vidéos sur YouTube et c'est exactement la même chose, c'est les auditeurs libres. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder comme indicateur pour avoir un bon renseignement? Comme indicateur, je pense qu'il faut regarder la proportion des gens qui vont rendre les devoirs, certes, mais surtout au sein de ceux qui commencent à rendre les devoirs, à faire des devoirs, à être actifs, ceux qui vont jusqu'au bout. Et en général, on tombe sur des fourchettes de 60 à 80% des gens qui commencent à être actifs dans le cours qui finissent le cours. Mais est-ce qu'on ne peut pas comparer quand même ces 60-80% de gens qui rentrent le premier devoir et qui vont jusqu'au bout avec ces étudiants de l'université qui vont en cours, qui commencent à travailler et qui veulent effectivement aller jusqu'au bout et passer leur diplôme? Ouais. Quand on va dans certaines universités, je penserai à des prestigieuses françaises ou voire parisiennes, on se rend compte que bon nombre de jeunes, même moins jeunes, s'inscrivent, et en fait ne vont pas jusqu'au bout, ne passent même pas les examens. Bien sûr, alors il y a du décrochage, mais moi je pense qu'on ne peut pas comparer, parce qu'en fin de compte, les contraintes, les motivations, enfin quand on s'inscrit sur un cours, il n'y a aucune contrainte, c'est ouvert pour l'entrée, c'est ouvert pour la sortie. On n'a rien payé, on s'est engagé à rien. Donc en fin de compte, l'enjeu d'aller au bout du cours ou ne pas aller au bout du cours est complètement différent. Et la valeur ensuite, quand on parle en termes de motivation, la valeur des certificats des MOOC est toute relative. Hein. Elle est, pour le moment, c'est plus une attestation qu'un diplôme. Donc à partir de ce moment-là, si on n'a ni carotte ni bâton, on ne peut pas comparer une formation universitaire à un MOOC. Alors bon, on a parlé des MOOCs, on parle aujourd'hui des SPOC, Small Private Online Classes. Vous en pensez quoi? Alors je pense qu'en fait les SPOC, c'est tout simplement de l'enseignement à distance ou de la formation à distance, ou quand c'est utilisé en classe du blended learning, c'est juste un nouveau nom pour un concept très ancien, enfin beaucoup plus ancien que les MOOC. C'est juste qu'en fin de compte, les MOOC ont fait prendre conscience qu'on pouvait enseigner avec Internet, et des gens se sont dit, et si on l'utilisait maintenant avec un petit groupe? Et ils ont redécouvert en fait la formation à distance qui existe avec le CNAM depuis très longtemps, etc. C'est-à-dire, en quelques mots, on a une petite classe qui est suivie par Internet. On a une petite classe qui est suivie par Internet, qui a des devoirs à faire. C'est la même technologie que les MOOC, sauf qu'on l'utilise au sein d'une petite classe, Small Private.
Bah oui, mais ça c'est ce qu'on fait. Enfin je veux dire, les MOOC sont une évolution de ça, c'est pas l'inverse. Et en fait on confond les... C'est juste que le mot MOOC commençait à être un peu usé, les gens voulaient changer de buzzword, donc ils ont appelé ça les SPOC. Mais les SPOC c'est de la formation à distance, tout ce qui est plus classique. Mais est-ce que dans le MOOC, le fait qu'on n'ait pas toujours un tuteur à sa disposition et qu'on travaille davantage dans le peer-to-peer, donc entre pairs, est-ce que c'est pas aussi un handicap, en particulier pour ceux qui pourraient avoir besoin d'un tuteur, justement? Alors, bien sûr, déjà il faut voir que même au sein d'un MOOC massif, alors il faut voir que la vraie innovation du MOOC c'est pas la technologie, il faut arrêter d'être focalisé sur l'outil, c'est le fait que ce soit massif et ouvert à tous. Donc considérer que le SPOC est une amélioration du MOOC c'est faux, c'est entre guillemets pour nous une régression en termes de démocratisation, même si ça peut être plus intéressant pédagogiquement parlant. Après, il faut voir que le tutorat, en général, il vient là pour combler un vide, parce qu'il y a quelque chose qui manque. Moi, je passerai plus de temps à faire en sorte que les gens aient moins besoin de tuteurs que d'aller chercher un business model. À partir du moment où on atteint les limites du modèle et qu'on tombe sur un public qui a besoin de tuteurs ou des compétences où il y a besoin d'un tuteur, ben on va le coller en plus de MOOC. Et si vous avez regardé ce que Google fait, il crée une plateforme de tuteurs en ligne mondiale qui s'appelle Google Helpouts. C'est des choses qui vont être intégrées dans les MOOC à terme. Donc plutôt que de faire quelque chose de petit pour être plus... plus intimiste et faire plus de suivi, ben on va plutôt passer à l'échelle de suivi. Ce qui nous intéresse derrière un MOOC, c'est la démocratisation et l'ouverture à tous. C'est pas uniquement le fait d'avoir un accompagnement personnalisé, c'est d'avoir l'éducation de plus haute qualité possible, ouverte à tout le monde. Et il ne faut pas chercher à éviter le problème, il faut chercher à trouver les solutions. C'est un petit peu ça le fait que toute l'agitation autour des SPOC est un petit peu agaçante pour les MOOCers. C'est que on a le sentiment qu'en fait on s'est complètement obnubilé sur la technologie, qu'on a oublié l'objectif qui est la démocratisation. Et pour vous, c'est l'avenir? Oui, mais pour moi en fait il n'y a pas vraiment une seule solution, et je fais ma thèse sur les MOOC, mais je pense que c'est un petit peu l'âge de pierre les MOOC, tels qu'ils sont utilisés en ce moment. Il y a beaucoup d'avenirs possibles, il faut de l'hybridation entre du présentiel et donc du face-à-face et du numérique, et se servir de plus en plus du numérique pour toutes les tâches instructivistes, où il s'agit de transmettre des connaissances. Ça n'a plus de sens de positionner l'enseignant comme un média, alors qu'on a des médias beaucoup plus puissants comme Internet. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment introduire des concepts comme le design thinking, la gestion de projet, le travail collaboratif, et éventuellement une partie du numérique pour tout ce qui est transmission de savoir. Donc c'est un petit peu cette façon de pédagogie inversée, de classe inversée qu'on veut introduire. Donc je pense que ça, c'est les modèles qui vont s'intégrer dans l'université. Après, il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans les universités, c'est un autre type de public et qu'il faut quand même le toucher. Et que là, pour le coup, il va falloir travailler sur la pédagogie pour rendre les MOOC de plus en plus attractifs et de plus en plus intéressants du point de vue pédagogique. Donc il faut vraiment segmenter les différents publics. Si je puis me permettre, le résumé, c'est qu'il va falloir que les MOOCs s'invitent dans le champ de la pédagogie de façon beaucoup plus intense. Il faut qu'on arrête d'être dans la communication et qu'on soit vraiment dans une optique de formation. Merci beaucoup, Mathieu.